Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couve, l'émission de débat autour du manga. Cette seconde émission de l'année est aussi entièrement consacrée au manga de l'année 2020 comme la première. Et donc voici nos 12 coups de cœur perso, 12 chouchous de l'année qui vont vous être représentés par les membres de l'équipe. La semaine dernière on vous a également proposé un top 10 5DC. Vous vous souvenez tous? Vous étiez là? Oui. Ouais, un top 10. Ouais. On va voir si vous avez suivi. Ok, on va voir si vous avez suivi. Quels étaient les 12 mangas de ce top? Allez, du dernier au premier. Oh non, vas-y, c'est bon là. Je vous écoute. Alors il y avait 5 Minutes Forward. Exactement, 10ème. Dans les pas de Nietzsche. 10ème aussi. Attends, il y en avait un que j'ai... Hitman. Hitman. Ouh, bien vu. Mais en vrai, c'était 5 minutes forward, Hitman et Ouais. Ensuite. Ça change rien, c'était exact. après. Ouais. Et après, il y avait quoi? Spy Family. Spy Family, mais juste avant. Ouais, juste avant, il y juste avait un avant. truc. Un thriller. Un truc Dans le sens du vent. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas un vrai thriller. Ensuite, Spy Family. Après, c'est quoi? À vos souhaits. Hachoum. Hachoum, exactement. Hachoum, puis The Quintessential Quintuplet. Qui était 5ème? Asadora. Non. Merde. Ah non, Iruma. Iruma, l'école des démons. Mais oui. Asadora. Ensuite, 3ème ex-aequo, Asadora et Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man et Journey Beyond Et Heaven. premier ex-aequo, Chainsaw Man et Journey Beyond Heaven. C'est vous. Bah voilà. Et Ça on va, est vous chaud, avez la réussi mémoire, quand c'est même. J'ai gagné le quiz. Merci. C'est dommage, il n'y avait pas de point dans celui-là. C'est la 5ème de couve et c'est l'heure d'écouter quels sont nos meilleurs mangas chouchous de l'année 2020. Montez le son, prenez des notes, mais pas trop non plus. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother! Bonjour à tous, re-bienvenue. Cette fois encore, nous allons charcuter, découper, disséquer et aimer les mangas publiés en 2020. Et pour ça, avant ça d'ailleurs, je vous propose de faire un salut général. Salut Général. J'espérais secrètement que Johnny fasse cette blague. Oh mince, à chaque fois, bah, du coup, c'est bon. Hashtag 5DC pour réagir à cette émission. Si vous aussi vous avez des chouchous dans les nouveautés de l'année 2020 à présenter, bah, n'hésitez pas, venez nous présenter vos chouchous à vous. Hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga sur Facebook, et puis on est sur les autres réseaux sociaux avec le nom La 5ème de couve. C'est donc une émission un peu chronique qu'on vous propose. Tout à fait. Voilà, on va égrener un à un les mangas coup de cœur des uns et des autres. C'est des coups de cœur perso, des plaisirs de lecture qui n'ont pas forcément été partagés par les autres membres de l'équipe ou qui n'ont pas été suffisamment convaincants au moment où on discutait entre nous pour convaincre les autres de lire ces petits coups de cœur, ces chouchous. Et puis il y a aussi des mangas, c'est juste notre trip à nous. Bah et voilà, Chacun ses goûts. C'est ça, Dans son le lit. coin. donc voilà, Dans le noir. en soi il y aura un peu de place au débat, ça va un peu envoyer. Et dans quel ordre on va vous présenter ces mangas? Eh bien on a fait du plus tendre au plus violent. Voilà, parce qu'on vous aime. Non mais voilà, fallait bien trouver une manière d'organiser tout ça. Elle est belle, Donc j'ai fait 2021. du plus tendre au plus violent. Je commence et je termine. J'ai le plus tendre et j'ai le plus violent, je pense. Bizarrement. C'est un homme d'extrême. C'est ça, exactement. Donc dans le premier manga que je vais présenter, il n'y a aucun mort. Non. Que ce soit Ouais, bien si, clair. hein, ils abattent des rois à la volée. Allez, Hein. oui, Bam, et bam, les bam, pions. bam, bam. Ok, t'as qu'à teaser. Mon premier manga, c'est Blitz. Blitz, c'est l'histoire de Tom, un élève d'une école internationale de Tokyo qui se prend de passion pour les échecs. Alors, au début, c'est un petit peu par défi qu'il se prend de passion pour les échecs et aussi un peu pour essayer de plaire à une fille. Et Toujours une fois. toujours. Il y a toujours une Mais c'est aussi à cause d'un étrange casque de réalité virtuelle et de la foudre qui lui tombe dessus. Et on assiste alors à son ascension dans le monde des échecs international. Et ça envoie, ça envoie. Alors moi j'ai lu le j'ai vu sur Netflix Queen Gambit, donc je sais ce que c'est un blitz. Est-ce que le manga parle vraiment de blitz? Pas du tout. Bon bah alors vas-y, voilà, déjà ça commence le titre. Mais c'est comme dans The Queen's Gambit.
Oui, mais ça s'appelle Queen Gambit, ça s'appelle pas Blitz. Ouais, mais dans le jeu de la dame, elle fait un peu, mais elle le fait pas tout le temps, Non, tu vois. Elle joue pas au dame. Là, sur les 2 premiers tomes de Blitz, non, j'ai pas vu de partie de Blitz. Ok. Donc des parties de Blitz aux échecs, c'est des parties Très rapides. rapide, ouais, mais Ça, on réfléchit réfléchit pas, C'est quoi on joue de façon immédiate, quoi. Excuse-moi, c'est quoi l'intérêt du casque de réalité virtuelle? C'est alors c'est dans l'histoire. Si tu veux, je peux te le raconter. En gros, il va comme dans le début de Gremlins, il va voir un vieux marchand. Ok. Et le vieux marchand lui fait tiens, je te confie ce casque de réalité virtuelle. Ouais, c'est ça. Les vieux D'accord. marchands, ils vendent des casques de réalité virtuelle. Bah, Dis donc, l'Antiquité. au Japon, on est entre modernité et Ah oui, c'est tradition, vrai, mec. c'est vrai. de la période Donc, des dos. le vieux monsieur lui donne ce casque de réalité virtuelle, il l'essaye et il y avait un temps de chiotte dehors à ce moment-là. La foudre tombe, il avait le casque sur les oreilles. Maintenant, il est vissé avec le casque. Et maintenant, il n'est pas vissé avec le casque, mais il était en train d'apprendre et de regarder des parties de Kasparov. Et il aurait un peu le don de Kasparov et les parties de Kasparov quelque part au fond de lui. Ok, d'accord. Et oui, et c'est comme ça qu'il devient et qu'il part à l'assaut des échecs internationaux. C'est donc un shonen sportif de stratégie, Ouais. super accessible. Vraiment, tu peux le lire très jeune. Je vois vraiment aucun souci à lire ça à 7 ou 8 ans. D'accord. C'est certes, surtout au début, pas dénué de défauts. C'est par moments un peu classique et c'est bien normal parce que parfois on attend aussi de ce genre de manga qui soit un peu normaux en fait. On peut pas avoir que des ovnis que des ovnis tout le temps. Non, et puis. Et heureusement. Oui. Et puis à un moment donné, faut savoir utiliser les codes. Et là, bah, c'est bien fait. C'est bien fait au point de moi m'avoir accroché suffisamment pour me faire enchaîner les pages. Il y a Kasparov dedans. En plus, c'est quand même cool. Non, c'est une vraie, Oui. c'est une vraie caution. Il participe. Il participe. Alors, il apparaît une fois au moins dans chacun des 2 premiers tomes. Ouais. Et puis il y a ses parties à la fin. Ouais. Tu sais, Voilà, il y a c'est des ça. bonus Enfin, et tout qui sont. Il y a une espèce de expliqués à la valeur fin. conseil. Oui, puis bah, il est dans le Processus créatif. dans le staff du voilà. bouquin. Dans Ah le oui. staff du bouquin, Oui. en fait, Ah c'est oui, une d'accord. création franco-monégo-nippo-américaine. Donc, il est pas russe. non, il a pris la Gueule ou pas nationalité américaine devenu et américain, croate. Il n'est plus russe. Je crois que c'est quel croate. vendu celui-là. Qu'est-ce que je disais? Création donc internationale. Dessin et storyboard, c'est fait au Japon. Mhm. Tout ce qui a trait aux échecs, c'est Garry Kasparov. Ouais, le consultant échec. Voilà. c'est Kasparov. L'éditeur Iwa, en fait, derrière, c'est Shibuya International. Ouais. Donc c'est ceux qui font le Monaco Game Show par exemple, Oui. qu'on fait le dernier Shenmue, ce genre de truc. Et le créateur et scénariste du manga, c'est le patron de cette boîte, c'est Cédric Biscay, qui est donc un français. Donc c'est vraiment un staff international qui est derrière ce bouquin. On peut vraiment parler d'un manga d'équipe. D'accord, ouais. Et puis oui, c'est beau. Enfin, je veux dire, il faudrait réunir tout le monde là pour faire Ouais. une œuvre comme ça qui se tient. Ça doit pas être évident Ouais. au jour le jour à mon avis. Et Et ça enchaîne bien parce que du coup le premier tome est sorti cette année, on est déjà au tome 2, il y a le tome 3 qui arrive là au mois de février-mars. Ok. Robin, Et t'avais du coup, beaucoup non, dire comment t'arrives à rendre vivant un truc comme les échecs parce que c'est quand même Alors. pas le truc le plus spectaculaire du monde. Donc Tadam. t'as les explications T'as les lignes de force. des matchs des échecs en fin de bouquin, mais dans l'histoire en fait c'est une mise en abîme. En gros, quand ils s'affrontent aux échecs, ça passe en mode métaphore et t'as les personnages du manga qui sont en mode chevalier Ah ouais. et qui se bastonnent ou en Comme mode dans Harry samouraï. Potter. C'est ce que j'allais dire avec Ron. Ouais, c'est ça. Ils se sont Et pris. du coup, ça donne un vrai style. Ça permet aux dessinateurs de se faire bien plaisir en plus carrément, j'avoue, ouais, sur les c'est- bastons. c'est Et chouette. puis bah ça rend le truc dynamique. Parce que on avait vu dans le Go aussi, tu sais dans Oui, Hikaru no Hikaru no Go, il fallait réussir à rendre ça un peu fou. Là, le choix qui a été fait de faire ça métaphoriquement, je trouve ça super intéressant, carrément. super malin parce que et puis ça a un peu de bagarre. On aime toujours ça. Bah moi en tout cas j'aime bien la petite bagarre quoi. Donc Blitz aux éditions Iwa, c'est donc le seul manga de ces éditions et le tome 3 arrive au début du printemps. 2021. Très bien. Et le suivant c'est avec toi Joe et c'est pas non plus très violent puisqu'il est en 2ème place, c'est Steins Gate. Oui. Je vais vous faire le pitch très sympathique. Non mais en vrai. Oui c'est ce qu'on te demande là dans cette émission, c'est de nous en parler. Non mais c'est très humoristique et en vrai au début de toute façon c'est un peu foufou. D'ailleurs c'est un club de science un peu foufou qui découvre le moyen d'envoyer des messages dans le passé avec
un micro-ondes, et oui. Et donc ils vont s'en servir ils vont faire des tests, ils vont voir que ça modifie le futur, et à partir de là, tout part en couille. Est-ce qu'on met des êtres vivants dans le micro-ondes? Oui, parce qu'on parlait de Gremlins tout à l'heure. Est-ce qu'il va y avoir Non, ils essayent avec des bananes déjà de base, donc non. Est-ce que la banane explose? Non, je crois qu'elle se liquéfie, elle gèle. Je sais pas si elle explose. Faudrait que je regarde. Mais en tout cas, à partir de ce moment-là, tout part en couille, et clairement, pour moi, Steins Gate, c'est le manga de science-fiction temporelle qui, à mon sens, attention, et c'est un pilier. Voilà. Je ne sais que tu ne mâches pas tes mots. Pour moi, oui. Mais t'étais fan de l'animé déjà? Oui. À la base, c'est un animé. Non, à la base, c'est un jeu vidéo cross manga. Ils ont été sortis en même temps en 2009. Enfin, ils sont sortis en même temps. Ah, c'est 2009. Ouais. Oui, c'est vieux en plus. Et ça se voit pas du tout dans le dessin pour le coup. Autant il y a des mangas que tu sens tout de suite que c'était fait en 2000 ou en 2010. Autant là, pour Steins Gate, c'était déjà assez bon. Que peux-tu dire de plus sur Steins Gate? Essaye de nous convaincre, parce que moi je suis toujours pas convaincu. Bah, en même temps, j'en ai rien à foutre, c'est mon chouchou à moi. Donc, si vous êtes pas convaincu, voilà. Alors, non, mais en vrai, c'est un. Est-ce qu'on peut faire une pause pour expliquer ce qu'est l'objectif de cette émission et de la 5e de couve? Mais je vais quand même vous tenter de vous convaincre. Mais pour moi, c'est un pilier. Je croyais que t'en avais rien à foutre. Pourquoi tu veux nous convaincre maintenant? Ça n'a aucun sens, Johnny. Mais parce que finalement, j'avais oublié ce point-là. Non, mais je suis obligé de vous convaincre parce qu'effectivement, c'est une série en 3 tomes qui est super bien. Donc c'est court, au moins vous pourrez lire rapidement. Mais c'est surtout qu'il y a plein de spin-offs. Et donc à partir de ce moment-là, si vous aimez pas cette série, elle va pas se vendre, et si elle va pas se vendre, il y aura pas les spin-offs. Et moi je veux voir les spin-offs. Donc oui, effectivement, je suis obligé de vous convaincre pour ce niveau-là. Mais c'est une série très drôle, très bien dessinée comme je l'ai dit, et en termes de science-fiction temporelle, j'ai l'impression que c'est limite celle qui est la plus cohérente. Parce que c'est compliqué de faire des histoires temporelles qui sont cohérentes. Souvent, c'est d'ailleurs pour ça que j'aime pas certaines science-fiction comme Prédestination, qui est un film tout pourri, mais parce que c'est pas cohérent. Et finalement, Retour vers le futur, c'est super bien, c'est culte, mais en vrai, il y a énormément d'incohérences en termes de retour dans le passé, quand tu vas dans le futur, mais c'est pas le même futur à la base. Et là, pour le coup, Steins Gate reste cohérent sur toute la ligne. C'est des univers parallèles. En même temps, ils ont que 3 tomes, heureusement qu'ils restent cohérents. Non, mais est-ce qu'il faut lire le tome 3 avant le tome 1 d'histoire? Non, c'est pas comme La mélancolie d'Haruhi Suzumiya. Mais il se passe quoi alors en 3 tomes du coup? Parce que là tu nous dis c'est des voyages parler d'un micro-ondes en fait. Eh ben ils envoient des messages dans le passé, ils vont découvrir que ça influe le futur, et là tout d'un coup on se fait rechercher par les agents temporels. Non, c'est pas les agents temporels, mais une société qui s'appelle le CERN. Ah oui, c'est une vraie société. Je te demande ce qu'ils m'ont inventé. Je fais non, c'est bon, c'est une vraie société. Le CERN existe, on te le confirme. Eux aussi ont découvert un moyen de voyager dans le temps. Et du coup, ils vont se faire poursuivre là-dessus, sauf que ça va vraiment partir avec des armes à feu, etc. Et il va y avoir une fille qui va mourir, et lui, son but, ça va être de la ressusciter, entre guillemets. Sauf que voilà. Ouais, de changer passage dans le temps, c'est compliqué. Comment on peut faire? Et c'est là tout l'intérêt du manga, c'est savoir comment il va arriver à la sauver ou pas. Qui est l'éditeur? Qui sont les auteurs? Comment ça se passe? Éditeur en France, Mana Books. Si vous voulez voir tous les spin-offs, achetez toute la série, parce que c'est comme ça qu'on aura des bonnes ventes et les spin-offs sortiront. Le jeu vidéo est dispo en France? Le jeu vidéo n'est pas disponible. Il n'est pas disponible. En numérique peut-être? Non, mais il y a certaines, parce que c'est pareil, il y a énormément de jeux vidéo. Il y en a certains qui sont disponibles, qui sont sortis sur PS3, sur PC, etc. Que vous pouvez acheter sur Steam ou autre. Mais en français. Ouais, je suis pas sûr. Ça sera en anglais. Ok. Et c'est du visual novel. Et c'est du visual novel. Donc oui, après c'est vraiment un truc de niche. C'est comme regarder un manga mais en jeu vidéo. C'est la même chose. T'appuies sur un bouton. Non mais j'ai jamais compris ce concept de visual novel pour moi. Mais il y a beaucoup de gens qui aiment. Et donc tu nous l'as dit, c'est chez Mana Books. Chez Mana Books, ouais. J'allais dire Kiwin, mais non, c'est Mana Books. C'est la même société. C'est compliqué. Même entité. Enfin, même. Oui. Quelque chose comme ça. Bref, on passe au suivant. Le suivant, c'est pour toi, Julie. Oui. Et ce manga s'appelle Comme sur un nuage. Waouh. Ça fait rêver, n'est-ce pas? Ouais, de quoi ça parle? Alors, c'est l'histoire de lycéen. Donc, il y a Dai Noshiro qui vient de déménager et qui découvre son nouveau lycée. Et lui, il a l'habitude de déménager. Donc, il est tout de suite vite intégré à sa classe et tout. Et c'est quelqu'un de très jovial, machin. Et il remarque tout de suite un garçon dans sa classe qui s'appelle donc Ko Sanada, pardon, et qui lui est toujours tout seul. Et il trouve ça injuste, donc il va essayer de devenir son meilleur ami. Sans savoir que, en fait, le Ko en question
est mis à l'écart parce qu'il y a des rumeurs qui concernent sa potentielle homosexualité. Qui va en fait lui il va lui dire très clairement arrête de m'embêter, moi je suis à part parce que je sais que voilà, je suis homo et je veux pas me mélanger aux autres. Et ça va engendrer tout un tas d'interrogations vis-à-vis de Dai qui lui aussi va se poser des questions sur sa propre sexualité, qui s'était jamais posé la question en fait. Et qui là du coup doit y répondre finalement. Et du coup il va se dire au début il y croit pas, il se dit mais non t'es comme tous les autres gars, haha machin. Et puis il se rend compte que, enfin, comment dire, c'est délicat parce que vraiment, par petites touches, il comprend là où il a commis des impairs, là où il s'est montré indélicat, là où il a envie d'en savoir plus, et ainsi de suite, et sans le savoir, comment dire, doucement mais sûrement, ça prend le chemin d'une romance qui sera peut-être partagée, quoi. Ou d'une bromance. En l'occurrence. Peut-être l'un ou l'autre. Ouais, on sait pas encore. Et moi j'étais surprise parce que je m'attendais pas du tout à lire ça. Et la couverture, c'est pas ce que tu voulais lire en fait. Moi je voulais rien et puis j'ai pas lu ça quoi. Puis ils se parlent mais ok mais à un moment donné faut conclure quoi. Faut y aller. Non ils étaient habillés, ça va. Mais justement très colorée la couverture en plus, très joyeuse, très colorée, non? Oui, et c'est agréable de voir aussi que les sujets sur l'homosexualité ou l'identité sexuelle peuvent être traités de façon plutôt réaliste et joyeuse, pas tout de suite aller dans le drama ou des choses très dures comme le rejet ou de dire mes parents m'acceptent pas machin. Pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, ils se côtoient comme les gens se côtoient normalement quand il n'y a pas de pandémie. Mais et sinon, ils sont, c'est un âge où voilà, ils se posent des questions. Il se trouve qu'il y a des gens aussi qui sont là pour répondre avec eux ou les aider. Donc c'est aussi sympa de voir qu'ils ne sont pas non plus lâchés dans la nature tout seuls, quoi. Et le traitement narratif, c'est un traitement plutôt shoujo, plutôt shonen, plutôt rom-com, plutôt tranche de vie. On est sur quoi? Moi je dirais on est sur on n'a pas d'étoiles dans les yeux avec des bulles de pensée qui font 10 pages? Non. Donc c'est plus une sorte de tranche de vie, mais pas de la rom-com non plus. C'est vraiment tranche de vie et assez réaliste. Je sais pas comment. Un peu d'humour aussi quand même. Oui, ou pas? oui, c'est drôle, mais c'est pas comique non plus. Enfin, ça se veut pas hyper comique. Donc, c'était une bonne surprise pour moi. Alors, le bonus, c'est que quand même, il est terminé en 3 tomes. Et que là, c'est plutôt sympathique. C'est un duo qui est à la réalisation. Donc, il y a Ashikoma au dessin et Okura au scénario. Et je pense que, parce que je crois que c'est Okura qui a fait une webcom, une histoire qu'il a publiée directement sur un site, qui a eu tellement de succès qu'il s'est vu proposer une publication reliée, etc. Et donc, en France, c'est édité chez Akata Shonen. Et donc, Akata, pardon, et c'est catégorisé shonen. Mais je pense pas que ça soit. Enfin, pour moi, ça me semble un peu difficile de le faire vraiment tenir dans une case, quoi. Ouais, graphiquement, effectivement, je le mettrais plus quand même dans des catégories shonen, au niveau du dessin en tout cas. Oui. Et je le rapprocherais d'un Blue Flag. Voilà, mais même Blue Flag est quand même beaucoup plus sombre dans sa manière d'aborder les thèmes, dans la confrontation, etc. Et là, pour le moment. Tout est joyeux, quoi. Ouais, non, mais tu veux pas te prendre la tête, voilà, c'est sympa à lire. Ceux qui veulent s'ouvrir les veines, disent pas ça. T'es comme sur un nuage, quoi, quand tu lis. Voilà, exactement. Comme sur un nuage, c'est aux éditions Akata. Robin, tiens, tu prends la parole. Yes. Si tu la ramènes, parle-nous de Shaman King Flowers. Oui, mon premier chouchou, c'est Shaman King Flowers. Donc, je vous pitch rapidement l'histoire. On est plusieurs années après le dernier Shaman Fight, raconté dans la première saison de Shaman King. On suit le jeune Hana, qui est le fils de Yo et Hana, et qui a hérité du fantôme de Amidamaru comme garde du corps personnel. Et heureusement pour lui qu'il est un guerrier de cette envergure, parce qu'il y a dès le début de l'aventure de mystérieux et puissants chamans qui décident de s'en prendre à lui, à
un frère et une sœur qui ont chacun en fait hérité des boucles d'oreilles de Ao qu'on reconnaît bien du premier Shaman King et qui seraient issus en fait d'une autre branche de la famille Asakura restée dans l'ombre lors du dernier Shaman Fight. Et on peut dire que leur réapparition n'augure rien de bon. Est-ce que ça augure un nouveau Shaman Fight? Probablement. Mais Ao qui n'aura pas lieu 500 ans après le dernier du coup. Donc on est dans la suite directe du shonen culte de Hiroyuki Takei, qui est un de mes shonen de cœur d'adolescence, et on y retrouve pour moi les mêmes ingrédients qu'on a tous adorés et dont on a beaucoup parlé dans l'émission qu'on a consacrée à Shaman King. Donc j'encourage nos auditeurs qui n'auraient pas écouté de l'écouter. Et puis du coup ça fait grave plaisir d'avoir la suite à peu près en même temps que la vraie fin de la série qu'on n'avait pas eu non plus. Donc en fait il y a une espèce de revival de Shaman King qui moi me fait extrêmement plaisir parce que c'est un shonen qui compte beaucoup pour moi et j'étais vraiment super content de replonger dans cet univers et surtout retrouver le dessin de Hiroyuki Takei que j'ai toujours adoré et qui est toujours aussi particulier et génial, je trouve. Je suis obligé de te poser cette question et en même temps ton avis m'intéresse. On peut vraiment prendre Shaman King Flowers sans lire Shaman King? Alors ça, je pense que c'est un peu compliqué parce que en fait on part à Shaman... Parce qu'on peut lire Boruto sans lire Naruto, là je pense que c'est un peu plus compliqué parce qu'en gros il y a tout le principe des pouvoirs avec les fantômes dans Shaman King qui est quand même un fonctionnement de pouvoir assez particulier où c'est la façon dont tu fusionnes avec ton fantôme qui fait que soit tu fais fusionner l'âme de ton fantôme dans toi ou dans un objet et tout et ça crée un pouvoir particulier et ça c'est quand même une spécificité qui a été expliquée pendant 33 tomes dans Shaman King et je pense qu'il y a même des gens qui ont lu et qui n'ont pas tout compris l'explication et donc là t'arrives dans un nouveau truc où en gros tu pars du principe que le héros il sait déjà plus ou moins maîtriser les différentes facettes des pouvoirs donc je pense que à ce niveau là c'est un peu compliqué. Après ça reste une histoire assez classique, un jeune garçon qui se retrouve propulsé dans une destinée plus haute que lui, pas vraiment puisqu'il est issu d'une famille destinée à un grand destin, tu vois, mais il y a quand même ce côté dont on a parlé dans l'émission qui est tout ce truc sur la place de la famille, tu vois, et qui est un truc qui est pas forcément toujours beaucoup décrit dans les shonen et je trouve que là on retrouve encore cet esprit assez particulier. Comme quoi on avait une bonne analyse. Mais oui, parce que là en fait il est vraiment abandonné de ses parents quoi. Le pauvre Anna il a Amidamaru pour l'aider et c'est tout quoi, genre c'est en gros ça, nounou. C'est non, ça. Il y a lui aussi. Oui, c'est ça, il y a quand même 2-3 persos mais ses parents sont pas là quoi. Ils disent pourquoi ils sont pas là? Pour l'instant je ne crois pas. Mais ils sont vivants, ils sont toujours là. Oui, en tout cas à la fin de Shaman King normal on les voit. Oui, avec l'auberge, l'hôtel à scène, a priori ils sont vivants mais voilà, donc super manière de replonger dans cet univers. Le point bonus c'est que c'est un peu le même que Julie tout à l'heure, c'est une série courte donc elle est terminée en 6 volumes au Japon. Ouais, elle est terminée sans être terminée puisque du coup il fait une nouvelle série qui est exactement la suite de celle-ci. Ouais mais bon en gros t'as un arc qui va a priori se conclure en 6 volumes donc tu peux ça désamorce un peu le truc de putain il va tirer sur la corde. A priori il va tirer sur la corde mais bon au moins t'as une histoire un début un milieu une fin. C'est vrai mais après effectivement oui là, il enchaîne. Après si c'est bien pour ceux qui en veulent plus voilà, il va enchaîner évidemment. Voilà donc 6 volumes pour l'instant. En France on est à 4 tomes parus et le tome 5 qui paraît normalement en mars 2021 et c'est publié chez Kana évidemment puisque la série mère est publiée chez Kana. Merci Robin pour Shaman King Flowers. On enchaîne et on reste chez le même éditeur, Just Not Married. C'est pour toi Julie. C'est l'histoire donc de Litsuko et son copain, donc Shuichi mais elle l'appelle Noncha. Ils sont connus au lycée et ils vivent ensemble depuis 8 ans, donc ils ont 28 ans et donc depuis qu'ils ont terminé leurs études, ils vivent ensemble. Et en fait, ils sont pas mariés. Et c'est un peu les regards croisés du garçon et de la fille sur cette pression sociale constante pour savoir, et alors, quand est-ce que vous vous mariez ? Qui est détaillée et non c'est très agréable. Elle est forte cette pression sociale au Japon. Ouais. Et puis c'est un titre qui a été commencé par Higurashi Kinoko en 2012 et qui a été édité qui a été édité seulement l'année dernière et je pense que oui c'est quand même quelque chose, une thématique forte du Japon, de on se marie
et on fait des enfants, mais on se met pas en couple comme ça si on sait pas où on va, quoi, en gros. Et donc là, c'est vraiment un point de vue honnête du garçon et de la fille sur chacune des situations de leur vie quotidienne. Parce que oui, c'est ça qui est important dans ce bouquin, on alterne. Oui, toujours. Alors, un coup la vision du garçon, un coup la vision de la fille. Ouais, et c'est marrant parce que l'auteur au début il avait dit ça un peu en mode haha, ce serait une idée comme ça, et puis finalement il s'est retrouvé à faire 40 pages chaque mois parce qu'il fallait le garçon, la fille, le garçon. Et c'est super intelligent parce que ça amène aussi... ça lève le voile sur ce fameux passage de mais pourquoi est-ce qu'il est pas content alors que j'ai répondu à sa question, mais pourquoi est-ce qu'elle me dit ça alors qu'on en a parlé hier, enfin et voilà, c'est des trucs que les couples connaissent très bien. Et la communication la communication non foireuse, voilà. Je vais la fermer. Bah oui, il faut que ça soit constructif. Et puis bah ça reste très japonais, mais moi je trouve que c'était plus émouvant que ce que je pensais, parce qu'au début je m'étais dit encore une rom-com, bon ça fait toujours plaisir à prendre, mais c'était intelligent et c'était très émouvant concernant les questions du mariage qui peuvent être une plaie du non-mariage ou du non-mariage, voilà, au Japon. Il y a d'autres thématiques qui sont abordées. Bah oui, parce que c'est tout ce que, comment dire, le kaléidoscope, le package. Donc l'argent, les enfants, ouais. Comment tu veux construire ton avenir ou pas avec une personne, etc., etc. Donc c'est plutôt c'est très très bien. Et encore donc le point bonus pour moi, c'est toujours le fait que cette série au Japon est terminée. Elle compte 5 volumes et je suis bien contente parce qu'on va les avoir bientôt. Just Not Married aux éditions Kana. La suite, c'est avec un autre chouchou. À toi, Robin. Vous faites le ping-pong l'un et l'autre. Est-ce que ça va être un peu plus violent ou pas? Je ne sais toujours pas, parce que là, pour l'instant, on reste sur du soft. Oui, en termes de violence, il n'y a pas grand-chose. Pas de bagarre du tout. Ça s'appelle Mauvaise Herbe. Raconte-nous tout. C'est marrant parce que du coup, c'est un ping-pong et là, on reste dans un truc assez contemporain aussi. C'est violent. C'est de la violence psychologique plus qu'autre chose, mais il n'y a pas de la violence frontale. Je vous pitch vite fait l'histoire. En gros, on suit le lieutenant de police Yamada au cours d'une descente de police dans une maison close miteuse maquillée en salon de massage, et au cours de laquelle il va rencontrer la jeune Shiori, qui est en fait une lycéenne fugueuse qui lui rappelle sa propre fille aujourd'hui décédée. Et donc du coup, entre les deux personnages va se nouer une relation père-fille un peu bizarre. J'allais te demander justement, elle est bizarre comment la relation. En fait, c'est vraiment, moi je trouve que c'est une des grosses forces du titre, c'est sur cette la caractérisation des personnages et la relation entre les personnages qui est vraiment extrêmement bien réussie, parce qu'en gros on pourrait être dans un truc très mélo, très c'est tu glauque, vois non mais soit glauque, soit genre justement très gentillet, en fait elle trouve un père et tout va bien et tout, et en fait non, justement on est sur un truc beaucoup moins manichéen que ça et beaucoup plus comment dire, crédible, puisqu'en fait du coup il va vraiment y avoir une relation assez ambigu entre les deux personnages, puisqu'en gros lui il est pas subjugué, mais en gros il est obsédé par elle, parce qu'en gros il lui rappelle sa fille qui est morte, donc ça lui permet de, ça lui rappelle ce drame qu'il a vécu, et elle en fait c'est une gamine qui a une vie atroce, puisqu'en gros elle s'est fait maltraiter par sa mère et elle a fugué. Et en fait moi c'est un truc que j'ai découvert dans ce manga, puisque ça parle beaucoup du Japon contemporain, et en gros j'ai découvert par exemple les jeunes fugueuses aujourd'hui avec les nouveaux réseaux sociaux et les technologies et tout, elle peut en gros dire ce soir je suis dans la rue, tu vois, sur Twitter elle met ce soir je suis dans la rue, est-ce qu'il y a quelqu'un pour m'héberger, et en gros il y a des gens qui vont lui répondre bah oui tu peux venir chez moi, et évidemment il y a des gros pervers dans ces, et dans les enfants du temps ils en parlaient aussi, voilà, et exactement, et donc ça, ce manga là il en parle aussi de manière assez réaliste et un peu crue, tu vois, et du coup il y a des scènes assez dures d'un point de vue c'est malaisant, pression, tu vois, c'est malaisant et tout, et donc elle, comme elle a eu un vécu atroce et lui il est dans un truc où il espère reconstruire un drame qu'il a vécu, ça crée une relation super ambiguë mais en même temps super forte quoi entre les persos. Et le ton du manga c'est quoi? Bah là on est vraiment sur ce qu'on appelle du pur manga d'auteur quoi, comme c'est publié au Lézard Noir, c'est vraiment c'est un éditeur dont on parle pas beaucoup ici, mais c'est un éditeur qui est vraiment spécialisé sur ce qu'on appelle le manga d'auteur. On est à la frontière entre le roman graphique et le manga quoi, et donc c'est vraiment comment dire, une manière de traiter tous ces sujets très durs. Il y arrive avec une certaine délicatesse, parce qu'il est vraiment dans cette approche très subtile, sensible, vous mettez les adjectifs que vous voulez. Et donc je pense que cet auteur Keigo Shinzo, qui a aussi publié Tokyo Alien Bros,
chez Les Arts Noirs aussi, que je n'ai pas lu, mais donc a priori c'est un auteur que cet éditeur a envie d'explorer. Pour moi, en tout cas de ce que je ressens à la lecture de Mauvaise Herbe, il est assez représentatif de cette nouvelle génération d'auteurs, de manga d'auteurs justement, et a priori Shinzo c'est un proche d'Inyo Asano, et je trouve qu'il y a quelque chose quand même dans leur approche tous les deux. Est-ce qu'il a le même trait, tu trouves? Alors justement il a un trait qui est finalement, moi je trouve, assez accessible. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai acheté Mauvaise Herbe. Moi c'est parce que la couve m'a attiré l'œil tout de suite. Je me suis dit tiens, ça a l'air c'est bien gratté, la couve, c'est le visage de la jeune fille et tout. Il y a un truc qui t'accroche tout de suite, quoi. Et donc ouais, comme Asano, je pense qu'il arrive à mettre ces thématiques un peu compliquées des fois aussi avec un trait accessible, et je pense qu'il y a une alchimie qui fonctionne assez bien, quoi. D'accord. Mauvaise Herbe donc au Lézard Noir. Ouais, c'est au Lézard Noir. Ce sera fini en 4 tomes. Enfin, en tout cas, c'est en 4 tomes au Japon. Pour l'instant, on a les 2 premiers qui sont sortis en France. Les tomes sont un poil chers. C'est 13€ le tome. Le Lézard Noir, ils font des beaux bouquins, donc c'est toujours un peu plus cher. Donc c'est un truc qu'il faut quand même avoir en tête. Tu vas pas le conseiller à ton petit neveu de 12 ans. De toute façon, je lui aurais pas conseillé. Et il y a un truc sympa, c'est que comme cette année, c'est l'année de la BD. Enfin, ça devait être en 2020, mais ça a été repoussé en 2021. Il y a des expos un peu itinérantes dans les gares de France. Et il y a une expo sur Mauvaise Herbe à la gare de Rennes, notamment. Donc si vous êtes breton et que vous passez par la gare de Rennes, n'hésitez pas à aller voir. Dernière fois que j'étais allé, elle était très en travaux, la gare de Rennes. Mais a priori donc j'espère qu'elle est moins en travaux, ou alors ils ont utilisé Mauvaise Herbe pour cacher les travaux. C'est ça. Peut-être pour être sur les... Mauvaise Herbe donc au Lézard Noir. La suite, c'est avec toi, Johnny. Half and Half Kujiseo. Étonnant, mon auteur fétiche, mais que fait-il là? Non mais en vrai, tu m'en avais parlé, je crois, enfin, quand on avait fait l'émission sur Hitman, qui avait Half and Half, j'ai carrément oublié. Du coup, quand j'ai commencé à lire, j'ai fait mais je connais. J'avais carrément zappé. Mais du coup, oui, Half and Half de Koji Seo chez Pika Édition. Pitch très simple, une fille tombe d'un toit, atterrit sur un garçon, les deux meurent. Voilà. Fin du manga. Et en fait, non, parce qu'il y a une voix qui va les ramener à la... Je dis une voix parce qu'on sait pas si c'est Dieu ou quoi que ce soit. Il laisse le suspense dans le manga. Une voix les ramène à la vie et leur dit qu'ils vont devoir choisir qui pourra survivre parmi eux deux dans 7 jours. Et du coup, ils vont vivre une vie ultra commune. C'est-à-dire que chacun va ressentir ce que ressent l'autre, que ce soit au niveau des sentiments et des émotions ou de la douleur physique. Ils ressentent vraiment tout. Oui, genre elle se fout une baffe, le mec il ressent qu'il y a une douleur dans sa joue, quoi. Ouais, donc il n'y en a pas un qui peut se suicider pendant que l'autre. Exactement, c'est pour empêcher qu'il y ait aussi des meurtres, que tiens, c'est moi qui vais survivre. Mais après il y a aussi un moment le mec qui se branle et du coup l'autre voilà. Non mais j'en parle parce que je m'y attendais pas du tout et je fais oh là là, mais qu'est-ce qu'il faut? Et il tombe amoureux. Alors, j'ai lu que le tome 1, mais entendu. Est-ce que c'est l'objet Non, c'est l'ambiguïté, c'est l'ambiguïté de la chose. C'est chacun va découvrir les sentiments de l'autre. Déjà, pourquoi elle est tombée d'un toit? Est-ce que parce qu'au début le mec il pense que c'est un suicide et que le mec, mais alors qu'en fait pas du tout, c'était pas voulu. Bref, non mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment 2 personnes différentes. On a une psychologie différente et une réflexion sur la vie, enfin tout ce que j'aime. Qu'est-ce qui fait que c'est différent d'un autre titre de Koji Seo? Là, ce qui est différent, je vous l'ai pas dit. Merci Julie de me rapporter. Mais c'est une remise à neuf parce que c'est son tout premier manga en fait. À la base, c'était le premier manga qu'il a publié en tant qu'auteur. Il avait fait un one shot. Il avait gagné son premier prix avec celui-ci, le 50e prix du meilleur premier shonen du Shonen Magazine. Et du coup, il avait remis déjà au goût du jour une fois. Et là, il le remet encore en 2012. Oui, c'était en 2012, ouais. Il y a 8 ans. Et sur 2 tomes, pour le coup. Parce que là, il s'est dit, j'ai oublié les trucs, je vais apporter quelque chose de nouveau. Et surtout, donc c'est retravaillé, c'est pas seulement une réédition. C'est pas seulement une réédition. C'est sa 3e version, quoi. C'est sa 3e version. Et surtout, dans cette nouvelle version, Pika Édition a fait les choses bien. C'est-à-dire qu'on voit la première version, on voit les dessins de la première version, on voit les dessins de la nouvelle version. Il y a 18 ans qui séparent les 2 versions. Et ça n'a rien à voir. C'est comme si tu comparais, je sais pas moi, le dessin de Tezuka. Ouais, mais non, je vais dire une connerie. J'arrête tout de suite. Parce que je vois de toute façon, je vois Maxime. Globalement, c'est juste qu'il a 15 ans de carrière derrière, donc forcément, ça change tout. Mais tu le vois clairement. T'as le dessin old school avant qui, je pense, était plébiscité à cette époque-là. Et t'as le dessin qu'il fait maintenant. C'est clairement pas du tout la même chose. Et spoiler alert, la dernière version est 10 fois plus belle. Et l'héroïne a des gros seins. Moi.
Elle en avait pas avant? Non, pas du tout. Non, mais ça, là, c'est l'ajout qu'il a là, fait. pour le coup, là, tu sens que le petit fan service est là. Mais après, notamment au moment où le garçon la voit dormir et qu'il s'approche d'elle et qu'il fait qu'est-ce que je fais, est-ce que je soulève le drap ou pas? Et pas besoin. Eh oui, parce qu'elle fait ça toute seule. Et donc, non mais en vrai, il y a du fan service certes, mais il y a quand même une bonne petite réflexion sur la vie humaine et sur la psychologie. Donc moi, après que tu sais, le concept de base est intriguant. Puis c'est bouclé en 2 tomes. Puis c'est 2 tomes. On fait que des séries courtes en fait. Ouais, oui, c'est ça. Alors vous faites que des séries courtes. Parce que moi Blitz c'est toujours en cours, ça c'est pas prévu de s'arrêter tout de suite. Et la suite aussi, c'est pas prévu, c'est aussi en cours de mon côté. Toi aussi c'est en cours d'ailleurs, Julie. Oui. L'Oxalis et l'or. Oui. Alors, donc c'est. Alors, j'espère que je me trompe pas. Pour moi, je l'ai lu, je me suis dit, tiens, c'est un shonen historique, quoi. Alors que c'est pas du tout ça. C'est que. Alors, je m'explique. Donc, l'Oxalis et l'or, c'est donc une histoire qui nous transporte en 1848-49, au moment où il y a eu une découverte en Californie. Il y a eu une découverte de filons dans les mines d'or. Et ça a appelé beaucoup de gens, beaucoup d'immigration à cette période-là. Et l'histoire, elle commence pas du tout en Californie, elle commence en Irlande. À la même époque, c'est la Grande Famine. C'est une des pires catastrophes qu'il y ait eu dans ce pays à cette époque. Je sais pas combien de gens sont morts, mais parmi les survivants, il y a donc Amelia et son serviteur, enfin en tout cas Connor qui travaille pour la famille d'Amelia depuis plusieurs générations. Ils sont les seuls survivants de leur clan et ils ont décidé, ou elle a décidé en tout cas, et lui il est prêt à tout pour faire ce qu'elle veut, d'aller en Californie, de devenir riche et de dire merde à la vie de merde. Donc c'est vraiment, ça donne le ton, tout est bon pour survivre et je trouve, enfin il y a un courant quoi, il y a une bonne énergie qui passe dans le tome 1. On le retrouve dans le tome 2 qui vient de sortir. Et il y a le côté historique parce que c'est très bien renseigné. Je sais pas comment dire, mais il y a plein de petits détails qui font que tu te sens tout de suite dans le contexte de l'époque. Ils vont traverser donc l'Atlantique. Ils n'ont pas d'argent. Ils se retrouvent dans les cales. Ils voient les gens mourir comme des mouches. Il y a une certaine violence malgré tout. C'est complètement violent. Il y a des gens qui sont prêts à donner leur vie. On approche un peu des mangas un peu violents. Voilà, ça y est, là on a passé le cap. Ouais, t'en mets juste d'un toit. Hein. Ne sois pas jaloux. Mais il y a cette idée aussi que avec tu vois ce genre de titre, tu mets l'histoire à hauteur humaine. Enfin, vraiment, ils arrivent à New York et puis là, ça va être aussi à nouveau une espèce de redécouverte de la violence. Parce que eux, ils viennent d'un pays qui est déserté, les gens, ils veulent juste survivre. Effectivement, ça peut amener des comportements qui ne soient pas du tout doux ou pacifiques. Mais là, ils vont être confrontés à une sorte de violence un peu gratuite de c'est mon territoire, c'est mon domaine, avec des clins d'œil à Kings of New York. Ils arrivent à New York et ils doivent aller en Californie. Ouais. Oh là là. Ah bah c'est ce que les gens ont fait. Ouais, c'est la rue vers l'or. Je crois que c'est le plus grand mouvement, la plus grande migration humaine après les croisades ou un truc comme ça. Genre en nombre de gens, c'était énorme quoi. Ça a drainé. Oui, parce que tu pouvais pas forcément faire le tour de l'Amérique en bateau. Non, j'entends bien, mais j'avais carrément zappé. Et du coup, tu disais shonen historique parce que en gros là tout ce que tu nous racontes ça fait plutôt seinen, un truc historique avec des tu vois genre un background historique et des personnages, une noirceur et tout. Et qu'est-ce qui t'a fait penser à shonen? Ils sont les combats. Bah justement parce qu'il y a plutôt ce côté quête initiatique, tu vois, de vouloir à tout prix réussir, aller vers un but, même s'il a l'air extrêmement éloigné et inatteignable. Mais la fille, elle est à la hauteur de l'Amérique qu'elle s'apprête à les conquérir, quoi. Elle est bigger than life. Okay. Elle est Neketsu, quoi. Elle est complètement Neketsu. Elle a pas de pouvoir magique, si ce n'est qu'elle a une espèce de charisme incroyable qui fait que tous les gens vont aller dans son sens, quoi. Et qu'elle est jamais à court de ressources. Ça, c'est incroyable. Après, c'est prépublié dans l'Ultra Jump, donc c'est techniquement un seinen. Mais effectivement, l'Ultra Jump, et il est pas si ultra que ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais il y a JoJo's qui est prépublié. En même temps, JoJo's, bon, on est un peu, ça vous donne une idée de l'intensité. Lesquels de bateau, ça m'a rappelé. Ça m'a rappelé Titanic, mais chacun son truc. Hein.
Je préfère me rallier à Robin, tu vois. Voilà, tu vois, le croisement entre Titanic et Jojo. Bam, Oxalis et l'or. Pas mal. Je me souviens que sur les bandeaux aussi, on peut voir en fait encore maintenant que les auteurs de Vinland Saga et de Golden Kamuy ont adoré ce titre. Parce que eux ils sont comme toi. Bah ouais. En plus, j'adore Vinland Saga. Bah oui, attends, c'est une bonne caution. Ils sont historiques aussi. Ouais. Oui, voilà. Je pense que c'est ça, c'est la carte en gros auteur historique, qui font du manga historique. Voilà, et donc c'est écrit par Eiichi Kitano, et je crois qu'il est assez jeune. A priori, c'est son premier manga, effectivement. Oui. Donc quand tu dis ça, tu dis ah ouais, quand même, le mec. Ouais, c'est assez mature, quoi. Ouais. Il l'avait bien en tête. L'Oxalis et l'or, c'est aux éditions Glénat. Robin, la suite est avec toi. Est-ce qu'on monte d'un cran dans la violence ? On est sur une histoire un peu assez sombre aussi, je pense, assez historique aussi, donc on est quelque part assez proche de l'Oxalis et l'or, même si on est de l'autre côté du Pacifique. Donc moi c'est Sengo de Sansuke Yamada, je crois. Ouais, c'est ça, Sansuke Yamada, chez Saka. Je vous pitch vite fait l'histoire. On est en 1945, le Japon est vaincu. Ah, donc déjà il y a un nombre de morts quand même assez conséquent là. Il y a un bon gros nombre de morts. Il y a des bombes atomiques et tout. Et de retour au pays, on retrouve deux soldats qui se sont connus sur le front, le bon vivant Kadomatsu et le désenchanté Toku, qui se retrouvent par hasard dans un Tokyo détruit et occupé par l'armée américaine. Et entre débine et combine, marché noir et prostitution, nos deux gaillards vont organiser leur survie quotidienne. Et on dirait un zone interdite. Vous avez vu comment je pitch ? Débine et combine, marché noir et prostitution. Leur survie quotidienne s'organise. Ouais. C'est ça. On est là vraiment. Alors, on n'est pas du tout dans une frontière shonen. Là, on est clairement dans un seinen. Manga un peu documentaire ou pas du tout ? On est sur, moi, je dirais un seinen historico-social, puisque on est quand même pareil à hauteur de personnage. C'est pas non plus un documentaire sur le Japon d'après-guerre, mais on est vraiment sur un truc qui est quand même assez réaliste sur l'histoire. Et surtout, ça donne à voir une facette méconnue de l'histoire japonaise. Et moi, surtout, ce que j'adore dans ce titre, c'est que c'est un récit du côté des vaincus. Et moi, c'est vraiment le genre de parti pris que je trouve super agréable, parce que c'est généralement des trajectoires de perso qu'on n'aime pas trop évoquer, parce que les vaincus, par définition, c'est ceux qui ont perdu, et les perdants ont toujours tort. Et c'était les méchants, et c'était machin. Et du coup, moi, j'aime bien qu'on me montre qu'en fait, si, il y a des êtres humains aussi de ce côté-là, et la vie, c'est pas facile pour eux non plus. Et du coup, dans cette histoire, dans ce quotidien de cette galerie de bidas, on a toute une espèce de vitalité mélancolique, parce que il y a de la vitalité, parce qu'en gros, c'est des gens qui doivent survivre dans un contexte difficile, tu vois, l'après-guerre, et du coup il y a tout un espèce de spleen qui est tu vois, assez mélancolique, mais en même temps très touchant, qui imprègne toute l'œuvre, et tout ça mêlé à un réalisme historique parfois assez cru aussi sur les relations entre les personnages. Et ça donne aussi toute une dimension sociale assez proche du début de Ashita no Joe, qui est moi un de mes mangas de cœur, tu vois, mais vraiment le début d'Ashita no Joe, c'est vraiment ce côté la débrouille, quoi. Tu sais, tu suis les mecs au début qui se démerdent. Et est-ce que comme dans les récits d'après-guerre qu'on a en France sur les soldats, ou enfin en France, en Europe même, sur les soldats de retour de la guerre, on a toute cette partie cicatricielle, ce retour à la vie qui est impossible quand on revient du front, quand on a vu des choses affreuses et ainsi de suite. Et ben oui, forcément, mais là c'est vraiment fait sans pathos. Ils sont, tu vois, c'est pas c'est des âmes fêlées, mais genre il y a vraiment, comme je vous dis, cette vitalité. C'est surtout incarné par le personnage de Kadomatsu, qui est le gros gaillard un peu bon vivant et tout, et qui lui donne vraiment de la légèreté, de la vitalité au titre, tandis que l'autre, c'était son chef d'ailleurs quand il était militaire, et un peu plus sérieux, un peu plus rigoureux et tout. Et donc tout ça est évidemment entrecoupé de flashbacks de leur vie au front, quoi, quand ils se sont battus. Donc il y a évidemment ce truc de les cicatrices de la guerre, mais ça aussi que je trouve génial, c'est que c'est les vaincus, donc ils sont vraiment, on est avec des mecs qui sont censés être tristes puisqu'ils ont perdu, ils sont dans la merde et tout, mais il y a une vitalité qui se dégage. Tout ça, c'est super touchant. Et ils doivent vivre, voilà, c'est ça. Ouais, mais il y a quand même le côté très désillusion qui était, enfin, je sais pas, qui était très fort. Enfin, en fait, quand moi j'ai juste feuilleté. J'ai pas eu le courage de lire entièrement Sengo, parce que je trouvais qu'il y avait un décalage entre le dessin qui avait l'air un peu faussement naïf des fois, et le thème en tout cas, parce que j'ai pas lu le traitement qui était fait, mais tu vois, le retour de guerre, enfin il y a une espèce de lourdeur, et le dessin ne transparaît pas. Et ben justement, je pense que le dessin, il est au diapason de justement de vouloir échapper à cette lourdeur. Et il y a typiquement un cas précis, moi, que j'aime beaucoup, c'est le traitement des corps
gore et de la sexualité, parce qu'il y a quand même pas mal de scènes chez les putes, parce que les soldats ils ont des besoins, et les prostituées non mais et les prostituées comment dire, elles ont besoin de survivre aussi dans ce coin un peu enfin dans ce contexte un peu compliqué, et donc il y a pas mal de scènes de sexe entre les soldats et les prostituées, et ce que je trouve super intelligent, c'est qu'en fait c'est vraiment des scènes de sexe très pragmatiques, quoi. En gros c'est ils ont un besoin à assouvir, elles ont besoin d'argent, donc ils couchent ensemble. Parfois ça se passe bien, parfois ça se passe bof, mais voilà, c'est fait, quoi. Et donc c'est parfois ridicule, c'est rarement excitant, c'est même pas du tout des scènes excitantes, mais il y a un truc vachement touchant sur en fait la manière dont ça décrit cette réalité, quoi, et c'est très très humain, quoi, en fait. Okay. Sengo, donc aux éditions Saka, c'est bien ça? Saka, c'est ça. C'est un titre qui a eu une belle aura médiatique. C'est fini en 7 tomes au Japon. Pour l'instant, on a 4 tomes parus en France, et on a le tome 3 qui est notamment en sélection à Angoulême. Mais que le tome 3, les autres sont nuls. Non, mais en fait, Angoulême, il sélectionne un titre, quoi. Enfin, en gros, tu peux avoir que. Oui, je sais, je n'ai jamais compris. Le tome 38 de Space Brothers. Ouais, tu sais qu'en fait, c'est la série, quoi. En gros, c'est ça, puis j'imagine bien le jury se taper les 37 autres tomes avant pour juger de Space justement, Brothers. ne juger que le 37. Ils ne lisent que le 37. Et donc du coup il pige rien. Et la série a eu le prix Asie à l'ACBD, qui est l'association des critiques de bande dessinée. Donc c'est un titre qui a une belle aura auprès des professionnels, donc c'est aussi à noter, quoi. La suite est avec toi, Johnny, et avec le prix du reste de ma vie. Oui, alors en termes de violence, je pense que c'est la violence de... Alors j'adore ce manga, je vous le dis tout de suite parce que je sais ce que je vais dire, ça va être un peu paradoxal, mais de la violence, de la chiantitude. Parce qu'en vrai... violence psychologique. La violence psychologique, tellement on peut s'ennuyer. Mais ce qui est bizarre, parce que toi, Sense8, j'ai la même émotion pour Sense8, la série là, des frères Wachowski, sœurs Wachowski, où en gros c'est chiant, mais... J'aime ça, parce que c'est bien, en fait. T'as une réflexion derrière. Bon, oui, donc c'est pas chiant, en fait. Non, si, c'est chiant, mais c'est pas chiant. Non, sans déconner. Non, c'est que le rythme est tranquille, mais quand tu regardes... et que les thèmes abordés sont pas forcément... Est-ce que tu vas aux toilettes? Est-ce que ça te donne envie d'aller aux toilettes? Non. Donc ce n'est pas chiant. Non, mais parfois je regarde et je regarde ma montre, je fais bon, est-ce que ça avance? Non. Mais j'aime bien en même temps. Et quand tu prends en tout cas, de quoi ça parle? De quoi ça parle? Le prix du reste de ma vie. Recommençons dès le début. Chez Delcourt Tonkam. De quoi ça parle? Ça parle de Kusunoki, qui est un jeune adulte. On ne sait pas vraiment son âge, mais je dirais 20-25 ans. Il va trouver une boutique qui rachète l'espérance de vie de ses clients. En fonction de leur future réussite. Donc en gros, si dans ton futur tu as un truc trop bien, bam, on va t'acheter un prix démentiel, ce qui te reste à vivre. Et ben lui, il va découvrir que sa vie vaut 300 000 yens, ce qui vaut à 2000 €. Donc sa vie ne vaut pas un clou. Autant dire que sa vie future est pourrie, et du coup, tant qu'à faire, il décide de la vendre, quoi. Mais il va quand même garder les 3 derniers mois pour profiter de ce qu'il a vendu, donc de ces 2000 €. Et voilà, ça commence comme ça. Il fait quoi avec ces 2000 balles alors? Non, pour le coup, le concept est très bien. Avec ces 2000 balles, il fait un truc de merde. Je sais pas, il va au combini et puis il s'achète des trucs. En vrai, son argent, même à la fin, c'était pas ça le problème. Il a vraiment une vie de merde, et il va se rendre compte que même avec ces 2000 €, ça change pas grand chose. Et je crois qu'il va les jeter dans la mer à un moment. Il y a une romance aussi? Alors. C'est une romance sans être une romance. Parce que tu sais, des fois dans ce genre de truc, tu sais, on te montre que en fait ta vie peut valoir mieux, et que. Oui, est-ce qu'il y a une rédemption, quelque chose comme ça? Alors, est-ce qu'il y a une garantie? Est-ce que tu peux racheter ton espérance de vie? Non. Tu as tout perdu, tu as tes 2000 €, il te reste 3 mois à vivre, et pour être sûr que tu fasses pas de conneries en emportant d'autres gens avec toi dans ta dépression, parce qu'il va mourir à la fin, il y a quelqu'un qui te surveille. Et là, en l'occurrence, c'est une femme, mais que personne d'autre peut voir. Donc, du coup, il y a que lui, et elle doit rester 24 heures sur 24 avec lui, elle a pas le choix, et même là il n'y a pas de romance qui va naître entre eux. Il va y avoir des sentiments, des explications, et en fait c'est tout l'intérêt du manga, c'est que c'est vraiment un manga sur la réflexion des sentiments humains, comme toute la collection Moonlight d'ailleurs, chez Delcourt Tonkam. Et en vrai, je pense que beaucoup de gens vont trouver ça chiant. Moi ça m'a ennuyé sur certains moments, mais en même temps c'est ce que je voulais, c'est ce que je cherchais. Je cherchais une réflexion sur les sentiments humains, et les sentiments, ça avance pas. Tu lis, tu fais d'accord, et en fait, tu t'arrêtes et tu réfléchis. Donc c'est contemplatif.
Non, c'est réflexion. Réflectif. Il a décidé que c'était chiant, c'est comme ça. C'est chiant, mais bien. Non, mais en fait, ça m'a vraiment fait penser à Sense8. Et moi, quand les mecs me disent que vraiment ils ont pas aimé parce qu'on s'ennuie, je peux que les comprendre parce qu'en vrai, on s'ennuie. Mais moi, j'ai bien aimé pour ce coup-là. Mais l'ennui, c'est une chose très importante. On n'apprend pas assez à s'ennuyer et il faut d'ailleurs. Dans notre nouvelle société de la surcommunication et de la surconnexion. Pour moi, c'est une réflexion personnelle sur le sens de la vie, donc chacun y trouvera ce qu'il veut. Moi, c'est un manga quand même qui m'a fait plaisir et qui est d'ailleurs pas fini parce qu'il y a 2 tomes qui sont sortis et il en manque encore un. Donc je l'attends avec impatience pour avoir le dénouement. Il a une petite rallonge. Pardon. non, mais à la fin du tome 2, c'est vrai qu'au début, je pensais que c'était quand le tome, et quand je vois la fin du tome 2, je fais ça peut pas finir comme ça. Là. Il est pas mort. Naze. Non, il est pas mort, mais en tout cas, il y a aussi une réflexion là-dessus parce que il avait une copine, ils se disent tiens, avant de mourir, est-ce que je vais aller rencontrer cette amie d'enfance avec qui on avait tout partagé, et là gros dénouement, mais je vous spoil pas là-dessus. Et je m'y attendais pas non plus. Elle meurt. Le scénariste le scénariste de Le prix du reste de ma vie, c'est Miyaki Tsugaru, qui est d'ailleurs le fer de lance un peu de la collection Moonlight, vu que c'est aussi l'auteur de Parasite amoureux et de Derrière le ciel gris. Qui était moins chiant, pardon. Alors pour le coup, non, moi je trouve que ça reste dans le même sens. Et il y a un autre de ces mangas qui a été publié, qui est Pour 3 jours de bonheur chez Akata. Moi je m'inscris en faux sur la partie chiante, mais je suis relativement d'accord avec tout le reste. Avec une partie de ce qu'a dit Johnny. D'accord. Mais excellent manga, le prix du reste de ma vie, une excellente surprise aussi. Je l'avais vu passer au Japon et j'aimais bien le concept. Bah là le concept est intriguant. Le concept est fou et effectivement c'est bien d'en faire un truc un peu plus calme, un peu plus contemplatif. Mais c'est vrai qu'avec le même concept, tu peux imaginer Time Out. Ouais, c'est ça. Tu peux imaginer qui est très bien aussi, un complot et tu peux imaginer plein de choses. Et là, c'est bien, je trouve ce choix, cet angle un peu étrange que l'auteur a choisi. Le prix du reste de ma vie, c'est aux éditions Delcourt Tonkam. La suite, c'est enfin des mangas violents. Max est parce content. Que bon, ça va maintenant. Hein. Et ça va, vos trucs contemplatifs, machin, tout ça là. Je l'ai lu en plus. De la bagarre, de la violence, des gens qui se mangent aussi entre eux. Des armes à feu. Voilà ce qu'on veut. Je commence par quoi? Parce que les 2 qui restent sont mes 2 mangas encore, mes deux chouchous. Guess What? Guess What, c'est aux éditions Kiun. Guess What, c'est un peu le croque-mitaine. Quand il n'y a plus d'espoir. Pardon, à la base, le croque-mitaine, c'est quand les enfants de son passage et qu'on n'a plus d'espoir, qui on appelle le croque-mitaine. Voilà, c'est pareil. Quand il n'y a plus d'espoir et que les pauvres gens vont se faire tuer, qui on appelle? Guess What? Guess What? Alors, dit comme ça, on dirait vraiment que c'est un manga très action, très. C'est un manga très action. On dirait super. Voilà, sauf qu'au lieu de punir les enfants sages, il va punir les méchants. Et il les punit bien violemment. Puisque Guess What, c'est un mec qui a un masque à gaz, un casque audio et une barre de fer. Et c'est tout. Et c'est tout. Non, il est habillé quand même. Ouais, il a des fringues. Mais il est à poil avec son masque. Ce serait marrant. Ce serait vraiment drôle qu'il soit totalement à poil. C'est pas Entaimen ou je sais plus comment il s'appelait. Et on est dans une ville, dans une ville dystopique qui pue l'oppression. Et on suit une agent des forces spéciales, des forces de défense qui découvre que les terroristes ne sont pas ceux qu'on imagine. Ouais. Parce que Guess What, c'est le titre du manga, mais c'est pas le héros. En fait, c'est la légende qui entoure le bouquin, puisque le personnage principal qu'on suit, c'est Nika, c'est une agent des forces spéciales qu'on voit dès le début du bouquin. Le tome 1 qui est d'un bordel. Ouais, monstrueux. Mais aussi bien au niveau scénario que graphique. Ouais, mais c'est une vraie dose d'adrénaline ce tome 1, mais il a aucun sens. C'est un bordel, mais c'est un bordel génial. Ça se lit très très vite et ça se prend comme une dose d'adrénaline. Oui. Tu sais, tu as besoin d'un shoot, hop, tu prends un shoot de Guess What, dose d'adrénaline, c'est réglé. Ça peut être une boisson énergisante aussi. Ouais, c'est ça, mais sauf que tu peux aussi lire un bouquin et ça marche, c'est pareil. Ouais. Un monde violent, des personnages stylés, un sentiment d'oppression constant. Je trouve ça très fort. Avec le tome 3, en plus, on comprend qu'il y a des histoires d'enfants soldats, de manipulation génétique. Ça sent très bon pour la suite. Et quand on arrive au tome 4, là, on commence à comprendre le pourquoi du comment des complots et de pourquoi ces gens-là de cette partie de la ville ont été murés.
pourquoi ils ont été mis à part de la société, et pourquoi cette zone-là, et pourquoi on les tue. Oui, parce que la ville est vraiment hyper oppressante. Ouais, en fait, t'as une ville, une espèce de mégalopole, et au milieu de cette mégalopole, t'as un quartier, un bout de la ville, une moitié de ville, qui a été mis derrière des murs, et t'as des soldats qui contrôlent l'entrée en mode dystopie totale, quoi. En mode virus, tu sais pas, ça peut être un virus, ça peut être plein de choses. Et il y a des personnages stylés qui ont des sortes de pouvoirs ou des habiletés un peu particulières. Et tout ça, ça me rappelle les anciens seinen de Ki-un. Quand je vous dis ça, ça me rappelle Jackals. Exactement. Oui. Voilà, ça me rappelle un peu Jackals. Il y a un petit peu cette saveur Ki-unesque dans Guess What que j'aime beaucoup. Et c'est un manga qui a été conçu un peu différemment des autres bouquins, parce que donc c'est une création faite par Ki-un. C'est pas un achat de droit, c'est pas un manga qui est publié de base au Japon. Disons que celui-ci est différent, c'est un fanzine, un doujin qui a été repéré, qui était déjà créé, l'histoire était déjà créée, les deux auteurs avaient déjà créé cette histoire, mais c'était pas parfait et ils l'ont fait tout seul, sans éditeur. Mais tu sens, parce que c'est un peu roue libre, quoi. Enfin, comme tu disais, c'est totalement roue libre. Mais en même temps, ça a le bon goût des choses de nature, tu vois. Mais c'est ça, en fait, c'est ultra nerveux. Ouais. Alors, le trait, en plus du dessinateur, est lui-même très nerveux. Mais c'est marrant, parce que quand on arrive au tome 4, tu sens que là ça a été cadré et allez, on va remettre les choses un peu. Ah mais leur histoire elle est vraiment bonne. Ah mais ça vaut le coup. En fait c'est cool. Tome 3, tome 4, tu fais mais c'est ça. Pourquoi ils ont pas commencé par ce tome là en Franchement, fait. Le tome 1 c'est chaud. Moi ça m'a arrêté direct. Hein. Ah bah moi j'ai bien aimé. Ouais moi aussi. C'est juste que toi t'aimes les trucs contemplatifs. J'aime les trucs chiants et là il y avait trop. Les histoires d'argent aussi. C'était pas assez chiant. Il y avait trop de choses pour moi les gars. Et là il y avait de l'action, des gens qui se battaient, des punchlines. Et des passages stylés, donc du coup c'était un peu trop pour toi. Non mais donc, je comprends. Non mais t'as dit tome 3 et 4 c'est super, ok, je vais lire tome 3 et 4 sans lire le tome 2. Okay. Lis le tome 2 aussi parce que sinon tu risques de pas tout comprendre effectivement. Donc voilà, manga amateur, c'est faire repérer et j'aimerais bien interviewer les deux auteurs. Je vais demander là pour le blog de la 5DC à Ki-un si c'est possible. On avait eu quelques infos sur eux dans le Ki-un Mag il y a un an puisque c'était sorti là. D'ailleurs les interviews du Ki-un Mag de cette année sont super aussi. On apprend plein de choses sur les auteurs et ça donne envie de s'intéresser à leurs bouquins, notamment de Léviathan qui a l'air super stylé là, qui arrive cette année. On en reparlera une autre fois. Bref, voilà, Guess What, création Ki-un, c'est par Ubik et Abensen. Ah, notre ami Philippe Cadic. Bah ouais, hein, là on est sur de la belle ref. Donc du coup ça me donne aussi un peu d'espoir encore plus pour la suite et ce qui se trame derrière ça. Ouais bah ouais, c'est avec des références comme ça peut aller que de mieux en mieux. Et je sais pas combien de temps ça va durer, Guess What, mais là c'est pas prêt de se finir tout de suite sur le tome 5 en tout cas, hein, ça c'est sûr et certain. Je pense que ça ira au moins jusqu'au 6, 7, 8 à vue de nez. Je pense qu'il faut un combat final, il faut pas mal de choses comme ça, donc tout dépend de comment ça fonctionne aussi. Le tome 1 c'était pas mal vendu en début d'année en France à sa sortie. Voilà, ça c'était pour Guess What. Je passe à mon dernier manga. Ton dernier chouchou. Oh, mon dernier chouchou. Donc le plus violent. Oh, le plus trash. Oh, il est trash. Oh là là, mais moi ça me donne pas envie. J'ai dû faire une pause quand j'ai lu le tome 1. Ah bon? Ouais, c'était trop il fallait que je prenne l'air 2 minutes quand même. Ça s'appelle Gannibal. G-A-2-N-I-B-A-L. L'histoire d'un flic et sa famille qui emménagent dans une ville paumée au Japon. Mais cette ville serait une ville de cannibales. C'est en tout cas ce que criait l'ancien flic du bled avant de disparaître mystérieusement. Que l'enquête commence et bon appétit bien sûr. Ouais, ça donne pas super la dalle. Vraiment. Non. En fait, il y a des moments, j'ai crié, j'ai fait ah. Et t'as lâché le livre tellement c'était. En fait, j'ai ouvert la page, j'ai fait oh, la suite maintenant, allez. Mais tu l'as mis quand même en chouchou, hein. Ah bah oui, parce que c'était génial. Mais c'est trop bien, tu sais. J'ai crié de dégoût plusieurs fois, mais j'ai adoré ça. Les dessins bien dégueux là, c'était top. Et c'est que c'est pas juste des dessins dégueux pour des dessins dégueux. Il y a une vraie base d'enquête super intéressante, des personnages qui sont intéressants. Ce côté polar thriller se révèle de plus en plus curieux au fur et à mesure des pages. C'est du Tsutsui qui aurait tourné en trash.
Ouais, enfin déjà que c'est pas mal. Ouais, mais imagine une vraie révélation ce bouquin. Je ne l'attendais pas. Mais... Et quand je l'ai eu en main, j'avais pas envie de le lire. Et alors maintenant, j'attends qu'une chose, c'est d'avoir la suite. D'accord, donc c'est hyper sanglant, hyper gore. Sanglant, oui, c'est sanglant. Et c'est des choses auxquelles tu t'attendais pas, même sachant que ça partait. En fait, comme le mec est flic et il y a des meurtres dans le bled. Donc oui, le sang est par là, mais la violence, elle est plutôt psychologique. La violence, elle est très psychologique, puisque en gros, il y a une famille de redneck dans le bled. Ils font des masques en peau aussi, non? Ouais, on n'est pas loin de ça, si tu veux. Et cette famille, elle est horrible et elle met la pression à tout le monde dans le village. Ça me fait penser, on dirait ça fait très... Tetsushi Kaneko, non? Ouais. Un mélange entre, si tu veux, entre Kaneko, Tsutsui et Night Shyamalan. Ouais, ça fait un peu scénar de slasher, quoi. Enfin, tu sais, ou Massacre à la tronçonneuse, tu vois, un truc avec la famille. Non, je sais, la colline des yeux. C'est la colline des yeux. C'est la colline des yeux. Mais il y a pas de, c'est pas, enfin, si il y a des meurtres, enfin, il y a des gens qui se font tuer, tu vois. Mais c'est super bien dessiné en fait. C'est super bien dessiné, c'est super trash. Et puis, non, je te dis, il y a une oppression comme dans Guess What, il y a une oppression qui est différente, mais qui est l'oppression du village, du bled paumé du Japon. J'arrive pour être allé au Japon, à avoir vu quelques bleds paumés. Ouais, j'imagine s'il y avait une bande de tarés dans ce bled, ce que ça donnerait. Ouais. Et bah là, elle y est, la bande de tarés. Elle est bien. Et là. ça fait des générations qu'elle est là. Donc c'est ça, c'est des rednecks de la campagne japonaise. Il y en a partout. Ouais, et les vieux. Alors, il y a les vieux de la famille, ils sont horribles, ils sont tout petits, ils sont tout horribles. Oui, horribles. C'est bon mot. Leur tête est horrible, leurs agissements sont horribles, leur façon d'être sont horribles dans cette famille. Moi, dans la vraie vie, je les fuirais totalement, mais je me casserais direct. Oui, mais tu vas acheter le tome 2. Mais en revanche, j'étais content de les avoir dans le tome 2. Non, c'est un vrai plus, ces personnages. C'est un manga qui est en 7 tomes, qui est toujours en cours. Écrit et dessiné par Masaki Ninomiya. Le tome 4 sort en février en France. Donc voilà, on a de quoi avancer tranquillement avec 3 tomes. Et au Japon, c'est prépublié dans le magazine Manga Goraku. C'est un classique du seinen. C'est un vieux magazine des années qui est là depuis les années 60, avec toujours des titres un peu particuliers dedans. On a eu Reload, Monkey Peak ou L'île infernale, et donc Gannibal. Et ben, qui est convaincu, ça donne faim. Mais surtout que peut-être qu'ils sont pas cannibales. Oh là là. Ou peut-être qu'ils le sont vraiment. Ou peut-être que tout le village l'est. Ou peut-être que seulement cette famille l'est. Ouais, c'est ça. Ou peut-être que c'est un rêve. Dans un rêve, dans un cauchemar. Ah, c'est ça le Shyamalan. Ouais, c'est ça. Et Bruce Willis arrive. Bim. C'est ça. Non mais voilà, j'ai adoré Gannibal. C'est une vraie lecture. Mais vraiment, au milieu du tome, j'ai fait... Allez, tu te poses là, vite fait. Puis après, je finis le tome quand même. Mais d'après toi, faut le lire avant de manger ou après manger? C'est la question. Écoute, je pense que chaque fois je l'ai lu avant de manger. Et c'était pas mieux? Et c'était pas mieux. Je sais pas, puisque du coup j'ai pas essayé la version après manger. Ouais, mais t'as réussi à manger? Oui. Bon bah c'est bon alors. Ça veut dire que ça va. C'est safe. Ouais, ça va, c'est pas un mec qui mange un doigt, c'est le Jujutsu Kaisen, c'est pareil finalement. Ouais, mais c'est une page. Là, ton truc, c'est 200 pages. Non, il y a un vieux avec un doigt dans la bouche. Il y a une scène et tout. Bon, ok, moi je veux dire. Elle est trop bien. Voilà, mais je vous conseille Gannibal, c'est aux éditions Meian. Merci d'avoir écouté cette émission. Ça y est, on a fait nos 12 chouchous. Wouhou! Yes. J'espère qu'on vous aura donné un petit peu envie, puisqu'on avait chacun des avis, des genres différents sur ces mangas. Donc j'espère que vous allez pouvoir vous diriger vers certains de ces titres. Et puis vous aussi de votre côté, faites-nous part de vos chouchous. On a pu rater un ou deux titres, donc n'hésitez pas. Et après c'est peut-être qu'on l'a pas raté et qu'on a juste pas aimé. C'est possible aussi. Ça c'est fort probable aussi. Hashtag 5DC sur les réseaux sociaux. Merci à tous. Merci. Merci à toi. Et à bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Bisous.